Salam la team, 15e journée en Premier League et c'était vraiment Noël avant l'heure. Le mois de décembre en Premier League est toujours exceptionnel et cette 15e journée-là nous montre que même avant le Boxing Day, on peut se régaler en Premier League. Et aujourd'hui, on a eu un match qui a clôturé cette 15e journée entre Tottenham et Chelsea qui a été épique. On s'est régalé devant ce match-là. Entre le nombre de buts, entre l'intensité de ce match, le nombre de joueurs qui ont été blessés, les performances individuelles, il y en a qui ont fait des masterclass, d'autres des disterclass, les erreurs individuelles, vraiment les changements tactiques dans le match. On a eu du tout aujourd'hui et on a eu surtout un match qui a confirmé que Chelsea actuellement, c'est l'équipe la plus en forme en Premier League. Rien à dire. Liverpool est tout là-haut, mais Chelsea est juste derrière. C'était un derby entre une équipe de Chelsea qui offensivement est la meilleure équipe de la Premier League et une équipe de Tottenham qui très sérieusement n'arrive pas à se situer elle-même. C'est au-delà du fait que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à situer les performances de Tottenham. C'est une équipe qui est passée de perdre en Europa League contre Galatasaray à perdre le match suivant en Premier League aussi contre Ipswich et venir à l'Etihad sortir une prestation XXL. 4-0 contre Manchester City. Et le match qui a suivi, je pense en Europa League toujours, ils font nul contre Roma. Ils reviennent en Premier League, ils font un match nul contre Fulham, je pense. Ils perdent contre Bournemouth. Aujourd'hui, ils avaient 2 buts d'avance sur cette équipe de Chelsea. Et ils finissent par perdre le match sur un score de 4-3. Si vous arrivez à situer cette équipe de Tottenham, dites-moi en commentaire comment vous les situez. Comment est-ce que vous les considérez? C'est une équipe qui est limite aujourd'hui dans le bon et demain dans le mauvais. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Du coup, aujourd'hui, Chelsea, ils en ont profité. Mais avant de pouvoir en profiter, il s'est passé beaucoup de choses. On a vu que c'était Noël avant l'heure. On a vu un Cucurella qui a pu glisser 2 fois. Tottenham qui a mis 2 buts grâce à des glissades de Cucurella. Je pense que la première glissade, c'est là que Johnson récupère cette balle. Il lance Solanke qui met le premier but et la deuxième glissade. C'est encore Johnson qui récupère cette balle sur Cucurella. Et en fin de compte, Kulusevski met le deuxième but. Kulusevski, il est toujours là pour les grands matchs. Pour les matchs assez moyens ou bien contre des adversaires de niveau assez faible, c'est un peu plus compliqué. C'est l'homme des grands rendez-vous limite pour Tottenham cette saison. Mais vraiment, c'est 2 buts d'avance qui ont permis à Tottenham de se mettre en pole position pour gagner ce match-là. Et à ce moment du match, Chelsea a pu sortir de cette passe-là grâce à son milieu de terrain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Lavia et Enzo en première période ont tout fait pour maintenir Chelsea. Parce qu'au milieu, c'était vraiment costaud. Lavia dans la récupération, Enzo dans le fait que c'est lui qui se projette un peu plus haut quand ils sont en phase offensive et que Caicedo essaye de rallier le milieu de terrain. Donc on a vu surtout en première période, au début surtout, une équipe de Chelsea qui, à chaque fois qu'ils avaient des contres, n'y arrivait pas forcément à cause de Nicolas Jackson qui n'a pas été fameux aujourd'hui. Il jouait très mal les coups, mais heureusement que Sancho sur le côté gauche a été top aujourd'hui. Le premier but de Chelsea vient d'ailleurs d'une masterclass de Sancho sur le côté gauche qui a été fabuleux. Il a dribblé presque la moitié de la défense de Tottenham avant de mettre ce but magnifique à Foster. Donc c'était une première période où Chelsea a pu vraiment limiter la casse. Le plus important pour moi, c'était de ne pas aller au vestiaire avec 2 buts de différence. C'était trop risqué et grâce à Sancho, Chelsea a pu réduire l'écart juste avant la mi-temps. Chelsea qui en deuxième mi-temps a vraiment dominé Tottenham. Cucurella, dès qu'il a changé de chaussure, il ne glissait plus. Lavia est sorti malgré une première période incroyable, mais il était déjà averti avec un carton jaune. C'était trop risqué, il faut répéter les fautes. Caicedo était très bon en phase offensive quand il rejoignait le milieu de terrain pour permettre à Enzo d'être un peu plus haut. Du coup, Maresca a préféré mettre Malo Gusto sur le côté droit, permettre à Caicedo de revenir au milieu et vraiment, c'était une masterclass après. D'ailleurs, le deuxième but de Chelsea montre à quel point Tottenham a souffert aujourd'hui. De la défense jusqu'au milieu de terrain, c'était pas trop ça. On a vu aujourd'hui un Bissouma qui fait une faute vraiment regrettable sur Caicedo. Caicedo qui a pu, en se projetant, en faisant surtout cette petite touche de plus là qui a permis à Bissouma d'être en retard. Un penalty qui a été exécuté magnifiquement par Palmer encore une fois. Palmer qui, grâce à ce penalty obtenu par Caicedo, permet à Chelsea de revenir au score, mais lui permet aussi d'égaler ce record de Yaya Touré. Donc c'était le 11e penalty de Palmer sans le rater. Palmer qui, quelques minutes après, sur le côté droit, fait un travail remarquable sur Destin Udogie, le latéral gauche italien. Destin Udogie qui est complètement battu. Palmer qui, après
après essaye d'enchaîner. Mais la balle qui rebondit sur la défense de Tottenham revient sur Enzo Fernandez qui du pied gauche nous met un volley exceptionnel, un but magnifique. Enzo qui est très en forme actuellement. Enzo, il est déjà à 10 buts et passes décisives depuis le début de la saison. On n'est même pas encore au mois de janvier. C'est pour vous dire à quel point il est en forme actuellement. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Enzo Fernandez, il est à 3 buts et 6 passes décisives pour Chelsea. Tottenham n'arrivait plus à exister. Et après ce troisième but, on attendait juste le prochain but et c'est Palmer, encore une fois, qui revient dans la surface à être magnifique. Et cette fois-ci, après Bissouma, fallait forcément un autre milieu de terrain de Tottenham. C'est pas Matar Sarr, auteur lui aussi aujourd'hui d'un match catastrophique. Matar Sarr fait cette faute inutile limite sur Palmer. C'était un penalty indiscutable. Palmer cette fois-ci qui met le Panelka juste au milieu pour tromper Foster qui était parti sur le côté droit. Donc Palmer aujourd'hui a non seulement égalé le record de Yaya Touré sur les 11 penalties sans en rater un. Et aujourd'hui, il profite de ce deuxième penalty-là pour battre ce record d'Yaya Touré. Tottenham aujourd'hui a profité de pas mal d'erreurs défensives de la part de Chelsea, surtout 2 glissades de Cucurella pour mettre 2 buts. Mais après, Tottenham n'a pas beaucoup existé à cause d'une défense catastrophique, un milieu de terrain pas inspiré aujourd'hui. Donc en deuxième période, Tottenham n'a limite pas existé. Et même le but à la 96e minute de Minson n'a pas pu permettre à Tottenham de revenir dans ce match. Aujourd'hui, on a vu une équipe de Chelsea qui a été portée par Palmer. Le talent offensif de Palmer a vraiment porté cette équipe. Palmer qui met le deuxième but égalisateur grâce à un penalty obtenu par Caicedo. Sur le troisième but, on voit que c'est lui qui déclenche tout sur le côté droit. Il dribble magnifiquement bien Dessine Udogie. Il se joue de lui et après son tir qui est contré par la défense revient sur Enzo qui met ce volley magnifique. Et sur le dernier but, c'est lui qui obtient ce penalty-là. Il trompe bien par Matar Sarr qui a très mal joué le coup. Et il met ce Panenka magnifique à Foster pour marquer le 4e but de Chelsea aujourd'hui. Chelsea est aux anges. C'est actuellement la meilleure attaque de la Premier League. Actuellement, c'est l'équipe la plus en forme de Premier League. On voit enfin cette saison une équipe de Chelsea qui nous montre son plein potentiel. L'année dernière, on avait vu des individualités exceptionnelles, mais avec Pochettino, on ne voyait pas cette équipe montrer son plein potentiel. Avec Maresca, c'est fait. C'est une équipe qui a un talent offensif exceptionnel. Ils ont beaucoup de ressources quand ils veulent mettre des buts. On voit que Neto, il est dangereux à gauche comme à droite. On voit que Sancho, comme aujourd'hui encore une fois, est exceptionnel. Il te dribble facilement. Il peut créer des occasions de but à lui tout seul. Palmer, n'en parlons plus, sur le côté gauche, sur le côté droit, derrière l'attaquant, un peu partout. Palmer, c'est un danger partout. On voit aussi avec Maresca un Nicolas Jackson qui, contrairement à l'année dernière, est beaucoup mieux dans la finition. Il reste beaucoup d'autres choses à travailler, certes, surtout quand on voit ce match de Nicolas Jackson aujourd'hui. Mais on sait que c'est un autre Nicolas Jackson comparé à l'année dernière. Et surtout maintenant, tu as des Madueke sur le côté droit. Tu as vraiment des Nkunku qui peuvent en Europe, comme dans quelques matchs où il est titulaire, faire la différence. Donc tu as une équipe de Chelsea aujourd'hui qui est vraiment inspirée offensivement et qui est deuxième, 4 points derrière Liverpool. Et ça, c'est une très bonne chose pour Chelsea. Maintenant, le plus gros du travail va commencer maintenant pour Chelsea. Parce que quand tu as une attaque comme ça, cette attaque peut te permettre de gagner pas mal de matchs. Mais l'enjeu, c'est de gagner des titres. Et pour gagner des titres, il faut avoir une très bonne défense. Et côté défense, Chelsea, c'est pas trop ça. On l'a vu aujourd'hui, 3 buts encaissés qu'ils auraient pu éviter, 2 buts qui ont été sur des erreurs défensives. Et quand on a Sanchez dans les buts, c'est pas vraiment très encourageant. Moi, je pense que Sanchez, c'est pas forcément le gardien qui va permettre à Chelsea de pouvoir prétendre à des trophées. Beaucoup d'entraîneurs l'ont compris à leurs dépens. Certains l'ont compris avant d'autres peut-être. Mais Arteta, il a compris à City et c'est ce qu'il a fait à Arsenal. Il a fait de sorte à avoir une défense bien solide. Pep Guardiola l'a compris lui aussi. C'est avec Ruben Dias qu'il a pu enfin avoir beaucoup de leadership dans sa défense. Et aujourd'hui, on a vu avec Liverpool l'importance d'une défense. Parce que Liverpool de slot n'a pas beaucoup de différence avec Liverpool de Klopp. Juste dans l'animation du jeu. À part l'animation du jeu, tu ne verras pas beaucoup de différence. C'est les mêmes joueurs. Klopp avait les mêmes défenseurs. Mais avec Klopp, ces 2 dernières années, on a vu le nombre de buts qu'il a encaissé avec Liverpool. Actuellement, Liverpool, c'est la meilleure défense d'Angleterre. Et pourtant, c'est les mêmes joueurs.
Qu'est-ce qui a changé? Slot a compris, si je veux gagner des titres, au-delà d'avoir une bonne attaque, il me faut une très bonne défense. Et aujourd'hui, Liverpool, c'est la meilleure défense d'Angleterre. Donc Chelsea, s'ils veulent gagner des titres, s'ils veulent dépasser ce cap où ils sont bons offensivement et être une équipe qui concède le moins de buts possible, il faut avoir une bonne défense. Maintenant, c'est compliqué avec la blessure de Fofana, c'est compliqué avec Cucurella qui fait des erreurs aujourd'hui, c'est compliqué avec Colwill qui fait des fois des matchs en demi-teinte, c'est compliqué surtout avec un Sanchez qui dans les buts n'est vraiment pas rassurant. Mais j'espère très sérieusement que Chelsea va essayer de se renforcer. En janvier, je ne pense pas, pour moi, il n'y a pas d'urgence, mais dès cet été, j'espère qu'ils vont essayer de trouver un gardien de classe mondiale, un gardien XXL qui va leur permettre de dépasser un certain cap. Arteta avait vu avec Ramsdale que c'était compliqué. Il a pris Raya pour avoir beaucoup plus d'assurance et on a vu que Raya, depuis l'année dernière, a permis à cette équipe d'Arsenal d'avoir un autre visage. Chelsea actuellement est très en forme. Je pense que les hommes du match aujourd'hui côté Chelsea, on ne va même pas chercher loin. Palmer a été très bon, Enzo a été exceptionnel, Caicedo a été très bon lui aussi, Sancho, rien à dire. Donc vraiment, aujourd'hui, les talents offensifs de Chelsea et au milieu, on parle. Côté Tottenham, Pape Matar Sarr a été catastrophique. Bissouma a été pas mal dans la distribution, mais défensivement c'était catastrophique. Mais c'est assez normal quand on voit autant de blessés aussi. Romero qui sort, Van de Ven qui sort, Johnson aussi qui sort. C'est une équipe de Tottenham où il faut se poser beaucoup de questions. L'année dernière, à la 15e journée, Tottenham, ils étaient déjà dans le top 4 et actuellement, à la 15e journée, ils sont 11e. C'est pas suffisant pour Postecoglou, c'est juste sa deuxième saison. Les gens s'attendaient à une confirmation. L'année dernière, on a vu une équipe de Tottenham qui, en première partie de la saison, était vraiment feu bouillant. Mais en deuxième partie, à cause de beaucoup de choses, bon, ça a un peu régressé, il n'y avait pas beaucoup de forme, mais c'était assez suffisant pour leur permettre d'aller en Europa League. Ils ont pas mal géré. Mais cette saison-là, on ne reconnaît pas Tottenham. Certes, il y a beaucoup de blessures, mais il y a aussi une inconstance incroyable. J'espère vraiment que Postecoglou ne va pas sauter maintenant. J'espère qu'il va trouver des solutions. Je fais confiance à ce coach-là. L'année dernière, il nous a tous époustouflés avec son football très offensif, même si en fin de saison, les joueurs étaient un peu émoussés. Cette saison-là, on ne le reconnaît pas trop. Là, il y a pas mal de blessures. J'espère qu'il va retrouver les joueurs dont il a besoin, mais surtout qu'il va trouver cet été peut-être l'attaquant qu'il lui faut. Peut-être que ce n'est pas Solanke. Solanke aujourd'hui qui fait un match pas mal, parce qu'on ne va pas trop lui reprocher le fait qu'offensivement, Tottenham n'y arrive pas. Mais très sérieusement, j'espère que Postecoglou va rester et va trouver lui-même ses solutions. À part ça, on a vu aujourd'hui un match d'Arsenal à Fulham qui ne s'est pas très bien passé pour Arsenal. Dans les deux matchs en Premier League de l'année dernière, Fulham avait réussi à domicile à Arsenal à neutraliser cette équipe, 2 buts partout. Et au match retour, Fulham avait réussi à gagner 2-1 chez eux. Donc aujourd'hui, Fulham, ils étaient très bien partis pour gagner ce match-là parce que dès les premières minutes, malgré le fait que Arsenal dominait ce match-là dans le jeu, ils n'arrivaient pas à avoir beaucoup d'opportunités pour mettre un but. Du coup, ils en ont profité, Fulham, aujourd'hui sur une passe de Kenny Tete. On a vu le but magnifique de Raúl Jiménez. Encore lui, il aime bien marquer contre Arsenal, qui a été lancé vraiment. Il a fait un appel exceptionnel. On a vu que son appel était au début assez excentré, mais après, il redresse son appel juste un peu dans le dos de Trossard, qui fait un appel exceptionnel. Après, il croise cette balle-là, Raya n'a pu rien faire. Donc, c'était vraiment contre le cours du jeu parce que c'était une période où c'était limite le moment fort d'Arsenal. Donc, Arsenal qui, en première période, n'a pas pu répondre à ce but-là. En deuxième période, le match a limite repris sur les mêmes bases. Une domination d'Arsenal, mais Arsenal qui dans le jeu n'arrivait pas à être très dangereux, n'arrivait pas à créer de grosses occasions. Trossard était impuissant sur le côté. Bukayo Saka était toujours bien géré par Robinson. C'était très compliqué pour Arsenal. Arsenal qui a eu pas mal de corners aujourd'hui, 6 au total. Et d'ailleurs, c'est grâce à un corner qu'ils ont pu revenir au score sur un corner bien joué. Comme d'habitude, hein, on l'a vu contre Manchester United où ils ont mis 2 buts sur corner. Aujourd'hui aussi, ils font la même chose. Un corner, je pense, bien centré par Declan Rice. C'est Rice qui prend les corners sur le côté gauche et sur le côté droit, c'est Bukayo Saka qui les tire. Donc Rice qui joue bien ce corner-là au deuxième poteau, bien lancé sur Havertz. Havertz qui fait une belle remise sur Saliba. Saliba qui a pu mettre ce but égalisateur pour Arsenal. Donc un but partout. 3 corners marqués sur les 3 derniers buts. C'est la meilleure équipe sur corner depuis l'année dernière. Ils mettent 10 buts de plus que toutes les autres équipes en Premier League depuis 2023. Donc rien à dire. Arsenal
Aujourd'hui, s'ils ont la possibilité de pouvoir mettre des corners aussi facilement, pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne trouve pas ça un problème. On les compare à Stoke City qui à un moment donné était très fort dans ces corners-là. Mais pour moi, arriver à être très bon sur les coups de pied arrêtés, c'est une chose que toutes les équipes devraient essayer à faire. Manchester City, Manchester United, toutes les équipes doivent essayer de trouver leur truc pour être très bon. Maintenant, le seul problème, c'est que des fois, on voit qu'Arsenal, leur stratégie, c'est de gêner le gardien. Gêner le gardien, pourquoi pas? Mais faire faute, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on a vu une équipe de Fulham qui a essayé pas mal de fois de contrer la stratégie d'Arsenal. On a vu Adama Traoré, par exemple, qui par moment faisait limite faute sur Saliba tant que le ballon n'était pas encore joué. Quand le ballon n'est pas encore joué, il pouvait se faire mettre. On a vu la même chose d'ailleurs contre Manchester United. À un moment donné, Man U, quand ils savaient qu'ils n'arrêtaient pas de concéder des corners, ils ont essayé eux aussi d'avoir leur stratégie, essayer de voir comment faire pour que ces joueurs-là ne puissent pas avoir la balle. Donc c'est une stratégie qui marche bien pour Arsenal. Et des fois, l'objectif, c'est de tout faire pour dévier la balle au premier poteau. Des fois, l'objectif, c'est de mettre la balle au second poteau et d'essayer de faire une remise pour un joueur qui est au milieu. Et ça marche très bien. Et tant que ça marche, c'est bien joué de leur part. Donc Arsenal qui fait match nul aujourd'hui, qui voit Chelsea prendre 2 points de plus sur lui et qui voit surtout un Liverpool qui maintenant est à 6 points d'Arsenal. Liverpool qui a un match en retard. Donc s'ils gagnent leur match en retard, Liverpool, ils auront la possibilité d'avoir 9 points de plus sur Arsenal et 11 points sur Manchester City. Manchester City a aussi fait match nul contre Crystal Palace. On a vu un match hier de Manchester City où il n'était vraiment pas inspiré dans le jeu. C'était très compliqué pour tout le match. On a vu tous les problèmes de Manchester City se résumer limite dans ce match-là. Le premier but marqué par Crystal Palace, on a vu que c'est venu d'un très mauvais alignement de Walker. Walker, c'est vraiment le usual suspect de Manchester City depuis l'année dernière. Limite, on va dire saison de trop, mais pour moi, je pense que les 2 saisons de Walker-là ont été des saisons de trop. C'est des saisons où Walker, on compte plus sur lui défensivement. On ne cherche pas à faire de lui un latéral qui va déborder, dédoubler tout le temps, essayer d'être présent offensivement. Pep cherche chez lui tout le temps un troisième défenseur et Walker n'y est vraiment pas. Walker sur le premier but qu'encaisse City contre Crystal Palace, c'est un Walker qui ne fait même pas attention à l'alignement défensif. Le Walker qui essaie tout le temps de regarder la balle et c'était vraiment catastrophique de la part de Walker. Maintenant, bon, il va tout le temps après sortir faire des posts sur les réseaux pour dire nous comptons sur vous, mais le problème c'est qu'il ne faut pas trop compter sur Walker. Donc juste après ce but-là, on a vu l'égalisation de Manchester City grâce à Haaland qui met une tête vraiment magnifique, bien jouée sur un centre de Matheus Nunes. Égalisation de City sur ce but magnifique d'Haaland. Juste avant son but, pourtant, il avait la possibilité de mettre ce premier but à Haaland sur une passe magnifique de Kevin De Bruyne, mais il avait buté sur le gardien de Crystal Palace. En deuxième mi-temps, on a vu encore un City qui défensivement se fait avoir sur corner parce que le deuxième but de Crystal Palace vient parce que je ne comprends pas comment on fait pour avoir Maxence Lecroix, pour avoir Mateta côté Crystal Palace sur les coups de pied arrêtés, mais on voit des Walker qui sont sur ces marquages-là. Je ne sais pas. Moi, je m'attends à voir des Haaland, je m'attends à voir des Rodri, mais c'est tout le temps Walker, des fois des Bernardo Silva qu'on voit essayer d'aller au marquage de ces géants-là. Donc le deuxième but est venu de Crystal Palace, Maxence Lecroix qui met un but magnifique, bien joué. Donc City qui, sur ce match-là, est allé 2 fois pour essayer de revenir au score. Ils l'ont réussi après sur le deuxième but, bien joué de la part de Rico Lewis. Ça doit être peut-être son premier but cette saison en Premier League, mais Rico Lewis qui malheureusement, juste après ce but égalisateur-là, la période où on a vu Manchester City bien dérouler, essayer de mettre un troisième but, il prend un deuxième carton jaune Rico Lewis qui pénalise un peu son équipe et qui fait que Manchester City n'a pas pu avoir assez de ressources pour aller chercher cette victoire. Donc, énième déconvenu limite, on va dire, de Manchester City parce qu'il y a des matchs nuls qui ont des goûts de défaite et c'est ce genre de match-là qu'a vu Manchester City contre Crystal Palace. Guardiola a dit en conférence de presse après le match qu'actuellement, c'est une période où il faut souffrir et ils sont vraiment en train de souffrir. Sur les 9 derniers matchs de City, toutes compétitions confondues, c'est 6 défaites, 1 victoire et 2 matchs nuls. C'est vraiment exceptionnel. Le problème, ce n'est pas juste Rodri, c'est toute la structure défensive. C'est des Walker qui n'y est plus. Avec la blessure de Rico Lewis là maintenant, c'est sûr que Walker sera là au prochain match contre Manchester United. Donc Walker qui n'est pas très en forme, une équipe de City qui n'est toujours pas inspirée. Contre Nottingham Forest, ils avaient gagné 3-0. Les gens pensaient que la crise était peut-être derrière. Mais non, la crise, elle est toujours là. D'ailleurs, en parlant de Nottingham Forest a fait une très belle opération hier
contre Manchester United. On attendait vraiment de voir comment allait réagir cette équipe de Ruben Amorim, parce qu'après le match contre Arsenal, où Arsenal, on les a vus mettre 2 buts sur corner, 2 buts qui ont vraiment énervé Ruben Amorim. Ils étaient à court de solutions pour neutraliser cette équipe d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés. Mais c'est la même équipe qui est venue contre Nottingham Forest. Dès les 3 premières minutes de jeu, encaissé un but encore sur corner. Déjà un but pour Nottingham Forest de Milinkovic, et quelques minutes après, il y a eu un travail magnifique de Bruno Fernandes qui est venu aider à la sortie de balle et qui permet à Højlund de mettre le but égalisateur, mais malheureusement ce n'était pas suffisant. Un but partout à la mi-temps, tu te disais que cette équipe de Manchester United allait peut-être monter en puissance en deuxième période, mais malheureusement juste après le début de la deuxième période, on voit Bruno Fernandes qui fait cette erreur-là, la passe très mal jouée pour les New et Morgan Gibbs-White qui en profite pour mettre un but magnifique. Un but, tu le vois, tu penses que la balle limite, elle a été déviée. C'est pour ça qu'Onana a été trompé. Mais non, c'est juste Onana qui n'a pas très bien joué le coup. C'était très mal défendu, très mal joué de la part de Bruno Fernandes. Du coup, Manchester perdait déjà 2 buts à 1. Et quand tu te dis que ouais, il faut vraiment se réveiller, montrer beaucoup plus de personnalité, parce que le prochain match, c'est City. C'est là qu'un fan de City, Chris Wood, sur un centre magnifique de Morgan Gibbs-White, au deuxième poteau, Chris Wood, il met un but incroyable. Un but où on se demande ce qu'ils font, la défense de Manchester United. Onana, je ne sais même plus qui était là-bas, il voit Chris Wood mettre cette balle-là très facilement. 3 buts à 1 pour Nottingham Forest. Manchester United a tout fait pour se réveiller grâce notamment à Ahmed qui a été très bon. Ahmed a joué un match exceptionnel sur le côté droit. C'est lui d'ailleurs qui fait la passe à Bruno Fernandes pour le deuxième but. Bruno Fernandes qui sort juste après. Ruben Amorim avait besoin de victoire, mais il a sorti Bruno Fernandes. Je ne sais pas pourquoi, mais les changements qu'il a eu à faire, Rashford qui est venu, tout ce qui s'est passé après, Mazraoui qui a commencé sur le banc, qui est revenu lui aussi. Tout cela n'a pas permis à cette équipe de Manchester United de revenir au score. Donc Manchester United perd encore juste après la défaite contre Arsenal. C'est cette défaite-là contre Nottingham Forest. Ils ont fait match nul contre Ipswich. Donc les 3 premiers matchs en Premier League pour Ruben Amorim ne se sont pas bien passés. Et le prochain match inquiète parce que c'est contre Manchester City. City n'est pas en forme, on le sait, mais cette équipe de Manchester United a montré qu'il n'en faut pas beaucoup pour le mettre en but. On va voir ce que ça va donner parce que ce sera un match exceptionnel. En bref, c'est une journée en Premier League où on n'a pas pu jouer le Merseyside Derby entre Liverpool et Everton à cause des conditions climatiques. On a vu à travers les nombreux matchs qui ont été joués entre hier et aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc Liverpool qui n'a pas joué, mais Liverpool demeure toujours l'un des principaux vainqueurs de cette journée-là parce que Liverpool, ils ont vu Arsenal faire match nul contre Fulham, ils ont vu Manchester City faire match nul contre Crystal Palace. Ça fait bien une bonne opération pour Liverpool, même s'il y a Chelsea qui se rapproche un peu plus. Chelsea est maintenant à 4 points de Liverpool, mais Liverpool a un match en retard. Et ça, c'est déjà bien parce que s'ils gagnent leur match en retard, ils auront déjà 8 points d'avance sur Chelsea, ils auront 9 points d'avance sur Arsenal et ils auront aussi 11 points d'avance sur Manchester City. Manchester United, qui est leader de la deuxième partie du tableau, a perdu contre Nottingham Forest. On a vu une journée aussi où Aston Villa a confirmé qu'ils se sont peut-être réveillés parce qu'Aston Villa, c'était peut-être la même série que Manchester City. Ils étaient restés aussi 8 matchs sans victoire. Ils ont gagné contre Brentford 3 buts à 1 et cette journée-là, ils gagnent contre Southampton 1 but à 0. Pour la prochaine journée, le match phare, c'est Ruben Amorim qui se déplace à l'Etihad pour affronter Pep Guardiola. Ce sera un match épique, sachant qu'ils se sont affrontés il n'y a pas longtemps en Ligue des Champions et que Ruben Amorim avait gagné. Sinon, pour les autres matchs, le match le plus important qui sort un peu du lot aussi, c'est peut-être Nottingham Forest qui va jouer contre Aston Villa. Je pense que Nottingham Forest est 5e, Aston Villa 6e. C'est tout pour le débrief de cette 15e journée, les amis. On se retrouve le week-end prochain pour parler Premier League. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup pour les commentaires et pour les retours. D'ici là, il y aura pas mal de matchs. On va vers une journée incroyable en Ligue des Champions. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. À bientôt.